Merci. Bonjour à tous et à tous. Je m'appelle Sabrina Stefanello. Où sont mes amis d'ici? Parce que je vais dire que je suis une personne avant d'être une psychiatre. Donc, oui, c'est à toi, Louise. On continue avec l'atelier Entendre l'expérience pour ouvrir les institutions et la communauté à la différence. Je suis aussi une chercheure membre de la RUCI, qui on a déjà parlé ici. On continue dans le même milieu. Et on va faire chaque présentation en 10 minutes. Donc, s'il vous plaît, il faut régler bien les temps. Et on va commencer ce matin avec Marie-Laurence Borel. Elle est professeure adjointe à l'École de services sociaux, Université de Montréal, et elle est chercheure membre de la RUCI aussi, et d'Erasme, équipe de recherche Action Santé Mentale. Donc, allez-y, Marie-Laurence. J'ai été invitée aujourd'hui pour vous parler d'une démarche de recherche participative qui a mis à contribution différents acteurs de la Russie, le directeur communautaire Jean-Nicolas Ouellet, la directrice scientifique Lourdes Rodriguez, des co-chercheurs qui sont présents ici, Michel Clément, différents collaborateurs et partenaires de la Russie. C'est une recherche aussi qui a permis de faire travailler ensemble des acteurs de milieux institutionnels et de milieux communautaires, de faire travailler ensemble des intervenants, des personnes qui ont une expérience de problèmes de santé mentale et des gestionnaires. C'est une recherche qui visait à repenser l'intégration dans la collectivité des personnes qui vivent des problèmes de santé mentale et dans une perspective de démarche citoyenne, de réflexion et d'action. Il y a un questionnement au départ de cette recherche autour de l'écart qu'on continue de constater entre, d'un côté, les visées collectives que nous nous donnons comme société pour lutter contre l'exclusion des personnes qui vivent avec un problème important de santé mentale et pour soutenir leur intégration et leur inclusion. Donc, d'un côté, entre cette visée collective et d'un autre côté, la réalité dans la vraie vie des personnes qui vivent un problème de santé mentale important et qui nous disent que pour beaucoup d'entre elles, elles sentent qu'elles habitent dans la communauté, mais sans en faire vraiment partie. Donc, notre recherche est partie du constat de cet écart et de l'idée que, puisque cet écart subsiste, c'est qu'il subsiste donc des barrières et des obstacles à une plus grande inclusion dans la collectivité de ces personnes, des barrières et des obstacles qui doivent se poser à différents niveaux, à des niveaux matériels, à des niveaux structurels, à des niveaux institutionnels, mais aussi fortement à des niveaux, au niveau des idéologies et au niveau symbolique. Par rapport à ce cadre assez large, il y a une question, une piste qui nous intéressait particulièrement dans cette démarche-là, et c'était la question de se dire, mais comment est-ce qu'on comprend, en particulier dans les milieux d'intervention, les milieux de pratique en santé mentale, comment est-ce qu'on comprend l'intégration des personnes qui ont un problème important de santé mentale? Quel sens on donne à cette intégration? Qu'est-ce qu'on considère comme une intégration réussie dans la collectivité pour des personnes qui ont un problème, qui vivent avec un problème important de santé mentale? Donc, on pourrait dire que cet écart-là a été vraiment le nœud de notre démarche. Et l'hypothèse qu'on faisait par rapport à ça, c'est qu'il y avait possiblement des tensions, des divergences dans nos façons de voir l'intégration et ce que c'est une intégration réussie. Pour explorer cette piste, nous nous sommes dit que ça serait important de solliciter différents points de vue et d'une certaine façon de pouvoir élargir la pensée qu'on a autour de ce que ça peut être une intégration réussie dans la collectivité. Donc, on a entrepris une démarche de réflexion collective où on a rencontré 120 personnes au total, alors à la fois des personnes qui ont un vécu de problèmes de santé mentale, des intervenants et des gestionnaires de milieux communautaires et institutionnels, d'une vingtaine d'organismes en santé mentale et de 6 régions différentes du Québec. On a rencontré ces personnes dans des entrevues individuelles, dans des focus group, puis dans un forum aussi qui a permis de mettre ensemble les différents points de vue. Donc, l'enjeu, ce qu'on voulait, nous, c'est qu'on puisse mieux comprendre les enjeux, mais c'était aussi de mettre en dialogue les différentes personnes, les différentes perspectives, et ça se faisait beaucoup, cette démarche de recherche, dans une perspective de changement social, donc avec l'idée de faire bouger nos représentations, nos conceptions de ce que c'est
une intégration dans la collectivité réussie pour les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale. Et on avait un horizon très large, l'horizon d'une société qui serait suffisamment bonne et inclusive pour les personnes qui vivent un problème de santé mentale. Et au fil de notre démarche, il y a une conviction, on peut dire, qui s'est installée pour nous. J'ai oublié de vous dire qu'on travaille avec un comité de suivi. Plusieurs membres de la RUC et plusieurs des personnes ici sont membres de ce comité de suivi, où il y avait à la fois des chercheurs, des étudiants, des personnes qui ont une expérience de problèmes de santé mentale et qui sont aussi des militantes, des représentants de différents milieux de pratique en santé mentale. Et donc, la conviction qu'on a eue au fil du processus, c'est que vraiment les acteurs du terrain, dans leur diversité, nous donnent vraiment des indications qui sont puissantes pour penser les conditions de ce que ça peut être une société plus inclusive pour les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale important. Je vais y revenir, mais ce que je voulais juste vous dire très rapidement, c'est ce qui est ressorti de la recherche, c'est qu'en effet, il y a différentes visions, différents points de vue sur l'intégration dans les milieux de pratique en santé mentale. Et ces points de vue, on les retrouve chez les différents acteurs, en fait. Et on peut dire qu'il y a 3 grands points de vue qui se sont dégagés. 2 de ces points de vue sont en lien avec ce qu'on pourrait appeler le paradigme dominant par rapport à l'intégration, par rapport à ce que c'est dans notre société une intégration réussie, c'est-à-dire notamment avoir un travail rémunéré. Et un 3e point de vue qui nous oblige à sortir du paradigme dominant, donc on peut dire qu'il nous oblige à nous décentrer. Donc plus concrètement, 3 points de vue qu'on trouve dans les 3 points de vue des personnes qui peuvent avoir vécu une expérience, qui peuvent être des intervenants, qui peuvent être des gestionnaires. Donc, un premier point de vue, c'est un point de vue qui insiste sur l'importance de faire reconnaître la capacité des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale à faire partie du monde tel qu'il est et à avoir un vrai emploi dans le monde réel de l'emploi. Ça, c'est un premier point de vue. Un deuxième point de vue, c'est un point de vue qui ne met pas en question cette vision de la société, mais qui met en évidence le fait que les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale, souvent, elles sont aux prises avec des souffrances qui sont tellement lourdes que par moments, c'est quelque chose d'excessivement difficile de penser à accéder au marché du travail régulier. Je voulais juste vous lire un petit extrait d'un participant qui nous dit « J'ai essayé plusieurs fois jusqu'à m'en rendre malade parce que je veux être comme tout le monde. Ce n'est pas de la volonté, puis ce n'est pas des efforts qu'il me manque, mais comme j'ai toujours cet espoir-là, bien c'est comme malgré moi que je tombe. Puis je me relève, puis je réessaie, puis je retombe, mais je ne sais pas c'est quoi la solution. » Et le 3e point de vue, qui nous oblige à essayer de faire reconnaître différentes contributions à la société, différentes façons de prendre sa place dans la société. Je ne vais pas en parler maintenant, mais c'est certain que ces différents points de vue comportent chacun leurs propres défis. On pourra en parler éventuellement dans la discussion tout à l'heure. Ce sur quoi je voulais notamment insister par ailleurs, c'est sur le fait que ces points de vue, ces visions de l'intégration, quand ce sont les personnes qui ont un problème de santé mentale qui les expriment, on se rend compte que ça s'articule complètement sur des trajectoires et sur des expériences de vie réelles. Autre aspect très important, c'est que derrière les discours sur l'intégration, quand ces discours viennent des personnes qui ont un problème de santé mentale, il y a vraiment un appel à la reconnaissance qui est souvent assez douloureux qu'on entend. Et cet appel à la reconnaissance prend différentes couleurs. Pour certaines personnes, c'est d'être reconnu comme un semblable. Pour d'autres personnes, c'est d'être reconnu dans sa souffrance, de pouvoir, en fait, que sa souffrance ait droit de citer dans notre société. Et pour d'autres personnes, c'est d'être reconnu dans sa différence. Donc, il y a différents types d'appels à la reconnaissance. Suite à cette recherche, il y a une conclusion très large qui s'est imposée à nous. Et cette conclusion très large, c'est qu'en fait, c'est l'impossibilité, puis je dirais que c'est une impossibilité éthique, en fait, de privilégier un point de vue particulier sur l'intégration. Et donc, on pourrait dire l'impératif, puis la responsabilité de travailler pour toutes les personnes qui vivent avec un problème de santé mentale. Et donc, de contribuer à faire reconnaître la légitimité de différents parcours par rapport à l'intégration. Donc, on peut dire que, dans cette perspective, notre recherche nous amène à refuser puis à dénoncer la tentation qu'il pourrait y avoir à établir une hiérarchie entre différents parcours, comme s'il y avait des plus ou moins bonnes façons de s'intégrer. Et en ce sens-là aussi, on est amené à dénoncer aussi la tendance à hiérarchiser différents milieux de pratique en santé mentale, comme si, par exemple, ceux qui soutiennent un retour au travail, au marché du travail régulier, étaient plus significatifs, plus importants, plus dignes de valeur qu'un groupe d'entraide, par exemple.
Donc, c'est sûr qu'au-delà des résultats en tant que tels, cette recherche nous amène vers un programme, on pourrait dire un vaste programme, qui est plus un programme d'action, et c'est celui de contribuer à faire mieux reconnaître la légitimité des différents parcours d'intégration, qui soient plus ou moins proches ou plus ou moins éloignés des normes qui dominent dans notre société par rapport à l'intégration. Mais c'est sûr que cette visée de faire reconnaître différents parcours d'intégration, ça comporte plusieurs défis, des défis importants. Un premier défi, c'est d'être capable de dépasser les modes dominants dans les sociétés humaines de gestion de la différence. On gère la différence dans les sociétés humaines de deux façons dominantes, soit en stigmatisant la différence, soit en la neutralisant. Et on peut dire que notre société, elle est passée dans les deux extrêmes. Elle a stigmatisé la différence des personnes qui vivent avec un problème de santé mentale, et pour contrer cette stigmatisation, elle l'a neutralisée, elle a voulu d'une certaine façon refuser la différence dans une large mesure, alors que plusieurs anthropologues nous disent que le plus difficile et peut-être le plus important pour une société humaine, c'est d'être capable de reconnaître la différence pour ce qu'elle est réellement. Donc ça, c'est un premier défi par rapport à notre projet de réouvrir, de réélargir les visions de l'intégration. Autre défi important, c'est de remettre à sa juste place une logique utilitariste qui risque en fin de compte d'instrumentaliser l'être humain, puis d'alimenter le mépris et la honte des personnes qui pourraient ne pas se sentir utiles, entre guillemets, selon les critères qui sont propagés dans notre société. Et c'est sûr qu'à un autre niveau aussi, il faut que les conditions de vie, soient réévaluées complètement. Dans cette visée d'élargir ce qui est digne de valeur sociale, on pourrait dire, dans notre société, ce qui est digne de reconnaissance, bien, on trouve des appuis importants chez des auteurs, des philosophes contemporains qui ont travaillé, qui ont réfléchi à la question de la reconnaissance. Bon, je pourrais citer Axel Honneth, Paul Ricoeur, Alain Caillé, mais il y a un angle de ces réflexions sur la reconnaissance qui m'apparaît particulièrement utile et particulièrement pertinent pour notre démarche à nous ici. C'est un angle, en fait, qui insiste sur la dimension sur la dimension socio-anthropologique de la reconnaissance. Donc, un angle qui nous dit que la qualité d'une société, ça a à voir avec la reconnaissance qu'on est capable de donner à ses membres. Un angle qui nous permet aussi de réaliser que la reconnaissance au sens fort, ça implique la réciprocité, mais ça implique aussi la circulation de la reconnaissance entre les différents citoyens et citoyennes de la société. Donc, qui voit la reconnaissance comme une forme d'échange symbolique puissant entre ses membres, et aussi qui reconnaît dans ce contexte-là que la reconnaissance est un ciment, c'est un liant pour nos sociétés. Donc, on peut imaginer en retour qu'une société qui est incapable de reconnaître la contribution de ses membres qui se situent plus à la marge, va probablement emporter les conséquences aussi. Bon, ce travail-là de reconnaissance, c'est quelque chose qu'on a essayé, je pense, tout au long de notre projet de recherche, de mettre au travail. C'est quelque chose que la Russie fait depuis le départ aussi, de ce travail de reconnaissance et de circulation et d'élargissement de la reconnaissance dans le projet de gestion autonome des médicaments qui est très, très présent, qui est au cœur de l'Alliance de recherche. C'est quelque chose aussi qui est excessivement fort. Et notre documentaire, le documentaire qu'on a réalisé dans le prolongement de la recherche, je fais juste une petite publicité et j'ai terminé, qui s'intitule « Regardez l'arc-en-ciel pour réinventer l'intégration ». Il va être projeté cet après-midi à Ciné-Mental et c'est vraiment dans cet esprit de faire reconnaître différentes contributions à notre société qu'il a été réalisé. Merci. Merci beaucoup, Marie-Laurence. On continue tout de suite, puisque après, nous pouvons parler un petit peu, discuter, poser des questions. Frances Carrett, c'est correct? Elle est père expert auprès de la Commission de santé mentale du Canada et leader sur le plan international, membre du comité citoyen de la Russie aussi. Bonjour tout le monde. Je vais essayer de faire ça en français, OK? Au début, quand je commence le travail, je suis un père expert. Je travaille pour le centre Wellington Douglas Hospital. J'ai développé le service là. J'étais le premier perdant de travail avec une équipe clinique. Je suis le pionnier à Montréal. Sauf, je vous dis tout de suite, il y a plusieurs d'autres perdants qui existent, pères qui travaillent à Montréal. La différence avec moi était, j'étais certifiée en 2008 avec la première cohorte
à Québec à peu. Au début, quand j'ai commencé, tout le monde voulait avoir une péridin, sauf les gens là ne savaient pas comment je supposais travailler. J'allais demander à tout le monde qu'est-ce que je supposais faire. Rien, personne connaît. Les choses que tout le monde me donnait, j'étais obligée de jeter tout ça dans la poubelle parce que les gens qui étaient là, les gens qui utilisent le service, ne voulaient pas venir me voir. Parce que les gens demandaient à moi, qu'est-ce que tu es capable de faire, les autres ne sont pas capables de faire pour moi à date. So, avec ça, j'étais obligée de trouver une manière de travailler avec les autres gens. Quand j'ai commencé, je n'ai pas un bureau, rien chose existait. Il y a juste moi et mes aidés et l'ordinateur. Je demandais à tout le monde d'utiliser, de rechercher l'information, qu'est-ce que je supposais travailler. Les gens, je vous dis, mon première réunion d'équipe, tout le monde me demandait pour moi de quitter l'équipe parce que les gens ne pensent pas que j'étais capable de participer parce que j'étais une usager avant. Et aussi la confidentialité. Les gens étaient très peur pour moi de divulguer, comment tu dis, l'information. Sauf les gens ne savaient pas, j'ai déjà commencé à travailler avec les autres gens. J'ai commencé avec l'équipe une année plus tard. Les gens étaient tellement surpris. Après ça, après j'ai jeté toute l'information dans la poubelle. J'ai allé demander à tout le monde, si tu racontes quelqu'un comme moi, qu'est-ce que tu voulais moi de faire? Avec le temps, les gens commencent à dicter exactement quoi les gens ont besoin d'utiliser quand tu participes dans un service sentimental. Les gens me demandaient pour moi d'accompagner, de parler, d'aller prendre un café, de rester dans le parc, de coacher les gens, de parler avec son médecin, d'accompagner, de voir un médecin. Et plusieurs d'autres équipes me demandaient pour moi de bien présenter à propos comment je commence de travail. Et avec le temps, je me trouvais, je commence à regarder comment le professionnel parle avec les gens qui participent dans le service. Maintenant, mon focus est ça, comment tu utilises la même langue. Il y a les gens qui utilisent le service qui m'ont aidé avec ça beaucoup. Parce que je me trouvais, quand je pose une question, la personne assise avec moi pour 1 heure, quelqu'un qui ne voulait parler pas. Et quand je vois et j'accompagne quelqu'un de voir son médecin, le médecin pose une question, la personne ne répond pas. La même personne qui reste avec moi est assise de parler pour 1 heure. Je trouve ça quelque chose de très intéressant de travailler avec. Je commence à travailler plus avec ça. Les obstacles que je vis avant et les gens autour de moi, le professionnel ne voit pas moi comme un professionnel. Les gens, le professionnel me traitait comme j'étais un enfant, comme toutes les choses que j'ai faites étaient mal. Et chaque fois que je commence à mettre quelque chose en place, je mets les choses en place, les gens qui utilisent le service voulaient avoir de changer lui-même. Parce que quand je travaille, il y a la personne lui-même qui était responsable de mettre les choses en place. Moi, je suis là juste à accompagner et soutenir, c'est tout. Mais l'équipe ne voulait pas m'écouter au début, mais maintenant, plus en plus, ça va changer. La chose qui va changer plus est les gens qui travaillent ailleurs et les gens qui me donnent, moi, le titre professionnel, péridin. Je me trouve ça très intéressant parce que à date, quand j'accompagne quelqu'un à la cour ou quelque chose comme ça, et je vois un intervenant ou un psychiatre ou quelqu'un comme ça, je suis surprise, les gens parlent à moi comme une personne, quelqu'un humain qui a plein d'idées et qui est capable de développer et désigner un service pour les autres. Quand je dis les gens ailleurs qui me donnent moi plus
comment tu dis, visibility. Et j'ai reçu une nomination de travail national comme peer leader au Québec. Et je développais la pratique et standard national avec autres provinces. Et aussi, je développais maintenant les gens internationaux, mais reconnus aussi. Je commence à développer avec 15 autres pays une charte pour le perdant qui travaille et les autres qui ne travaillent pas ou suivent l'information parce que quand tu penses à propos de quoi nous faisons, il y a les gens qui étaient militants qui changent plusieurs choses pour les gens comme moi. Ça, c'est pourquoi j'existe dans un service maintenant. Oui, je bats très fort de développer un service, mais les gens qui utilisent le service qui est gêné, qui est très peu de dire quelque chose, battent très fort pour moi aussi. Je me trouve ça très intéressant. Quand tu donnes l'espoir et quand tu crois, les gens sont capables de faire. Quand tu es capable de partager ça, les gens vont aider toi avec les choses que les gens voulaient faire. Et ça m'aide avec mon cheminement aussi, parce qu'à date, je ne pense pas, avant, j'étais capable de faire les choses que je fais, mais aussi d'assis avec toi, parle français très mal, et partager mon expérience de travail avec Araki, qui je veux dire merci parce que la femme qui était en charge et Jean-Nicolas aussi et Lourdes, je veux mentionner les deux parce que les deux me poussent très fort avec beaucoup, comment tu dis ça, beaucoup d'effort et patience avec moi. Pour moi, d'utiliser mon propre expérience et les gens qui me nominaient aussi. Je veux dire merci à la femme aussi parce qu'elle a reconnu plein de choses à moi. Mais elle et moi, je ne veux pas dire, OK? Mais je veux dire, à date, les choses que je fais avec les gens, je suis capable de voir le change avec les cliniciens que je travaille avec. Plus en plus, les gens viennent me questionner comment je suis capable de changer une situation. Comment je suis capable de poser une question plus bien pour les gens qui utilisent le service. Et aussi, je me trouve la manière comment l'équipe travaille est complètement différente. Quand je suis avec l'équipe n'utilise pas le nom toujours. Il y a plus le respect quand l'équipe partage l'information et l'équipe essaye plus fort de travailler plus dans une manière plus humaine parce que nous avons et chaque chose nous avons est important. Quand tu étudies, il y a très important quoi tu étudies. Quand nous vivons quelque chose, il y a très important. Le message que je veux partager avec toi est, nous est capable avec tout ça de trouver une langue commune, de travailler avec les gens, d'aider les gens, aider lui-même. C'est ça que je veux tout le monde parler avec. Merci. Reste encore 1 minute. Veux-tu utiliser? Non? Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais nous sommes très bien organisés. On commence par la droite, puis on va finir à la gauche. On aime mieux être à la gauche. Oui. Je les reste au centre, mais... Oui, il faut faire attention. On continue avec Pierrette Richard. Elle est directrice des Prises 2, un organisme communautaire et alternatif en santé mentale d'ici Montréal. Bonjour. Alors, je vais vous parler de notre pratique de soutien aux études dans les cégeps et les universités. Et je vais vous en parler particulièrement sous l'angle des défis qu'on a rencontrés dans le développement de cette pratique-là. Alors,
la première des choses, je dirais, qu'on a rencontrées, c'était un peu l'idée de changer de perspective. On ne pouvait plus regarder, on ne travaillait plus avec un usager avec des problèmes de santé mentale, mais on se retrouvait avec un étudiant qui avait un projet éducatif, qui voulait obtenir un diplôme. Dans ce sens-là, on s'est retrouvé avec un nouveau terrain de jeu qui était l'institution dans laquelle l'étudiant se retrouvait. Je m'excuse. Alors, ce que je veux regarder avec vous autres particulièrement, c'est justement dans cette institution-là, parce qu'on pourrait regarder les services qu'on a offerts aux étudiants, mais je préférais qu'on regarde, comme c'est le thème aujourd'hui, plus particulièrement les différentes interventions qu'on a faites auprès de l'institution pour la rendre accessible et plus, je dirais, soutenante pour nos étudiants. Alors, notre premier défi, je dirais, avec l'institution, c'était d'établir un lien de confiance nécessaire pour qu'on puisse collaborer ensemble. Ça a bien tombé parce que 6 ans passés, il y avait beaucoup d'étudiants qui arrivaient, qui avaient des problèmes de santé mentale, qui arrivaient dans les cégeps et les universités, et les professionnels à l'intérieur des institutions se sentaient démunis et non outillés pour travailler. Donc, quand on est arrivé pour cogner à la porte et dire qu'on était prêt à offrir notre aide, on était très bienvenus à ce moment-là. Alors ça a été aidant. Mais la première des choses qu'on a voulu faire ensemble, ça a été un peu de déterminer les principaux obstacles à l'intégration des étudiants. C'était ça qui nous préoccupait. Et rapidement, ce qu'on a retrouvé, comme on retrouve partout dans la société, le principal obstacle était la stigmatisation. Alors, donc, beaucoup de préjugés, de craintes, de peurs, de manque d'information, surtout. Alors, pour pallier à ça, ce qu'on a essayé de faire ensemble, ça a été de dire, bon, allons-y, on va commencer par la formation. Quelle sorte de formation qu'on pourrait offrir à tout ce personnel-là, en partant autant des agents de sécurité, des secrétaires, des professeurs, des psychologues, des directeurs. C'était vraiment, dans la première institution où on s'est retrouvés, c'est l'ensemble de tout ce personnel-là qu'on a voulu former. L'enjeu principal, je dirais, à ce niveau-là, le défi qu'on a rencontré, c'était qu'on nous demandait de donner de l'information sur les diagnostics. Alors, première difficulté, parce que c'était la dernière chose qu'on voulait faire. On pensait vraiment qu'à donner l'information autour des diagnostics, on contribuerait à maintenir cette stigmatisation-là. Donc, il fallait proposer autre chose dans cette optique-là. Et là-dessus, on était assez intransigeants, je dirais. Alors, ce qu'on a suggéré et ce qu'on a fait a été plus de l'ordre de dire, bon, on va partir de vos situations difficiles, on va partir des problèmes que vous rencontrez et on va essayer de travailler avec vous autres à voir qu'est-ce qui pourrait être fait différemment. Comment on peut vous outiller, par exemple, face à un étudiant qui se retrouve dans votre classe où vous sentez que l'anxiété monte. Et souvent, ce qui se passait, c'est que les gens faisaient des interventions qui augmentaient ce niveau d'anxiété-là plutôt que de le diminuer. Donc, on a fait beaucoup de travail dans ce sens-là. Et en plus, ça nous a amené à dire, bon, c'est bien, on va travailler aussi à vous soutenir sur le terrain. Donc, c'est devenu toute la dimension de la consultation. Alors, on s'est rendu, on a dit, on va vous offrir un service de consultation. Vous pouvez nous appeler n'importe quand. On peut être sur place, on peut répondre à vos questions. On a travaillé fort sur le terrain, je dirais, à soutenir les psychologues, entre autres, qui nous disaient, on n'est pas des intervenants santé mentale, nous autres, là. Ça allait jusque-là. Alors, c'était comme comment on pouvait leur donner un coup de main par rapport à ça. Puis là, je pars de plusieurs années passées. C'est sûr que ça a bougé un peu dans ce sens-là. Mais c'était la réalité. Pas que je me perde dans ce que je veux, dans ce que je veux dire. Ah, il reste déjà 5 minutes. OK. Je voulais soulever les défis reliés à cette partie-là. Où est-ce que je l'ai mis? Bon, c'est pas grave.
Alors, sur le terrain, on a fait beaucoup de choses qui étaient des fois extrêmement importantes, hein, de faire la différence, dans le fond, entre une intervention psychosociale ou une situation, une crise psychosociale versus une crise qui serait plus de l'ordre de la psychiatrie. Il a fallu faire beaucoup de nuances avec les gens, beaucoup aussi en termes de qui on fait venir comme ressources à l'extérieur. Est-ce qu'on fait venir UPS Justice? Alors, des fois, on se retrouvait avec des interventions qui étaient beaucoup plus grosses que la situation pouvait demander. On s'est retrouvé aussi avec des problèmes au niveau de la culture culturelle, où si on prenait le temps de regarder une situation du point de vue culturel, on pouvait la désamorcer beaucoup plus rapidement. Alors, il y a eu beaucoup de travail de fait dans ce sens-là. Un élément extrêmement important aussi, je dirais, un défi relié à tout ça, je me suis perdue un petit peu, c'est que dans cette consultation-là, on était consultant, mais en même temps, on était partie prenante pour l'usager. Et ça, c'était extrêmement important. On était d'abord là pour l'étudiant, alors que c'était les intervenants qui nous demandaient de les soutenir aussi. Alors, il fallait extrêmement être au clair sur qui était d'abord la personne pour qu'on voulait soutenir. Okay? Je pense que c'est bien important. Ça nous a amené aussi à faire beaucoup d'interventions et toutes sortes d'interventions. Et là, le défi, je dirais, était toute la polyvalence que ça demandait, parce qu'on pouvait à la fois intervenir directement avec l'étudiant qui avait un problème, mettons, psychosocial, pour faire l'évaluation, parce que le psychologue ne savait pas trop comment procéder. Mais c'était aussi, on pouvait aussi se retrouver à être pris à faire de la médiation entre un professeur et un étudiant, entre la direction et un étudiant, parce que tout d'un coup, l'étudiant était sur le bord d'être mis à la porte, si vous voulez, ou avec des difficultés importantes. Donc, c'était un peu toutes ces formes d'intervention-là, dans le fond, qui pouvaient nous questionner. Un enjeu important dans ce sens-là, parce qu'en plus de faire de la médiation, on a été obligé de faire de la défense des droits en cours de route. Donc, c'était vraiment d'accompagner, si vous voulez, l'étudiant pour voir où est-ce que ça bloquait au niveau de l'institution. Alors, un autre enjeu important, c'est toute la question des mesures d'accommodement. Alors, quand une personne a des difficultés en santé mentale, souvent, on va lui permettre à l'intérieur de l'institution de pouvoir avoir certaines mesures qui lui permettent, par exemple, de faire ses examens à d'autres moments ou de pouvoir faire ses présentations dans un moment où, en tout cas, où ça fait sens pour lui. En tout cas, il y a différents types de mesures d'accommodement. Le problème ou le défi relié à ça, c'est que ce qu'on exige souvent, c'est le diagnostic. Alors, on a essayé de contourner ça beaucoup. On a essayé de contourner ça beaucoup, la question des diagnostics, pour dire, est-ce qu'on pouvait tenir compte qu'une personne est vulnérable et que juste de par sa vulnérabilité, elle peut avoir besoin d'une mesure temporaire. Alors, il y a eu beaucoup de travail de fait dans ce sens-là où l'institution a accepté ça, mais la réalité demeure encore qu'on demande ce diagnostic-là et que souvent même les médecins ou les psychiatres ne veulent parfois pas collaborer parce qu'ils se disent ben, si la personne est allée au cégep, elle est capable de se débrouiller par elle-même. Alors, ça crée toutes sortes de difficultés pour l'étudiant. On a été aussi appelé beaucoup à jouer le rôle de liaison avec tout le système de la santé. Et là, je dirais que le défi principal était l'accès rapide à des services. Alors, comment on fait pour assurer que l'étudiant ne perde pas son année dans un moment où c'est difficile? On ne peut pas se permettre d'attendre après la première ligne qui voudra bien accepter de nous rencontrer. Alors là, ça demande tout un système, je dirais, de débrouillardise, si vous voulez, et de passer à côté des portes principales, de contourner les structures. Il me reste combien de temps? Presque zéro. Oui, en conclusion?
il y a beaucoup de travail de fait, il en reste encore beaucoup. Juste au niveau des structures, pour vous donner quelques exemples, par exemple, on se retrouve au HEC. Un étudiant n'a pas le droit d'avoir un échec. Alors, imaginez, pas le droit. S'il y a un échec, il y a beau avoir 90 crédits sur 120, un échec mis de côté. Alors, il y a beaucoup de travail de sensibilisation encore à faire au niveau de ces structures-là. Il y en a beaucoup à faire au niveau aussi comme je vous mentionnais tantôt, des mesures d'accommodement. Et je dirais un dernier enjeu qui serait intéressant, c'est comment on va faire pour que ces services-là, parce que ce qu'on constate après 6 ans, c'est jusqu'à quel point c'est important pour les étudiants, et comment on va faire pour que ces services-là puissent être accessibles à tout le monde. Comment les rendre accessibles dans une période d'austérité. Quand on a parti le soutien aux études, par exemple, on est un organisme communautaire, les gens qui souhaitaient intervenir dans les cégeps et les universités, c'était notre hôpital psychiatrique. Et c'est ce qui nous a permis de dire non, il n'y en est pas question, on va le faire. On le fait à bout de bras, sans subvention. Mais je me dis, aujourd'hui, dans la période d'austérité, la question se repose encore. On n'a plus un hôpital psychiatrique, on a un institut universitaire. C'est intéressant. Est-ce que c'est encore approprié de se dire que ce n'est pas à eux autres à se retrouver dans les cégeps et dans les universités? Alors, qui va faire le travail partout au Québec? Ça demeure, je pense, des questions qui sont extrêmement importantes à se poser. Voilà, merci. Merci, Pierrette. On continue tout de suite avec Mario Bousquier. Il est coordonnateur de Clés en main, un programme intersectoriel en développement du logement social et communautaire avec soutien dans la communauté pour les personnes vivant problèmes graves de santé mentale. Merci. 1, 2. Vous m'entendez bien? Oui, c'est bon. OK. Donc, je vous invite en commençant à aller à la machine à diagnostic. Si vous n'en avez pas, il y a une machine à diagnostic dans les corridors. Ils vont vous en donner un. C'est très intéressant. Alors, évidemment, nous, on travaille au niveau de l'accessibilité au logement autonome avec soutien dans la communauté. En fait, on a brisé l'approche que nous avions, qu'on était habitué de voir en santé mentale, l'approche de l'hébergement, de la prise en charge des personnes au niveau du logement, à une formule d'habitation autonome avec soutien. Et ce qu'on tente de faire, c'est de définir le soutien plutôt par un accompagnement de la personne dans cette tenure-là. Pour les personnes vivant un problème dit grave de santé mentale. Évidemment, on faisait face, le déterminant social du logement est un déterminant incontournable. Quand on demande aux gens c'est quoi qu'ils veulent le plus dans leur vie, c'est d'avoir un chez-soi, d'avoir un logement, pour pouvoir se mettre en action, pouvoir réaliser ses projets de vie, pouvoir avoir son intimité, espérer même une relation amoureuse ou de se définir comme un citoyen à part entière. Alors nous, on n'appelle plus les gens qui ont un problème de santé mentale ayant un logement, on appelle les locataires. Donc, on essaie de changer le statut de la personne pour dire, bien, je suis un locataire et avec tout ce que ça comprend comme locataire, c'est-à-dire de signer un bail, d'être responsable de son bail, d'être responsable de l'entretien de son logement, d'être responsable, comme n'importe quel autre locataire, avec ses droits et ses obligations de locataire. Le soutien, il est décidé par la personne. C'est-à-dire que quand on appelle le soutien, ce n'est pas juste un soutien clinique. Et d'ailleurs, les gens ne veulent pas que la condition d'avoir un logement autonome est qu'on ait un diagnostic et qu'on ait un soutien clinique au logement. Alors, le logement, c'est un droit. Et d'avoir des services, c'est un droit. Donc, les deux sont dissociés. C'est important dans cette formule-là. L'un n'est pas conditionnel à l'autre. Tu peux avoir ton logement puis avoir droit à des services. Hein? Et si tu perds les services, tu ne perds pas ton logement. Donc, ça, c'est important dans notre approche. Donc, les gens signent un bail et, bien sûr, c'est l'accessibilité à du logement social, à du logement subventionné. L'autre déterminant social de la santé, c'est
la précarité du revenu, c'est les revenus. Et évidemment, les gens, si on veut avoir accès à un logement autonome avec accompagnement, bien, il faut-il encore être en mesure de le payer, ce logement-là. Alors donc, l'avenue, c'est vers le logement social et communautaire, donc avoir des subventions au logement pour qu'il puisse permettre de réduire sa contribution ou son taux d'effort au logement à 25 %, tout comme ça doit être dans notre société. Alors, donc, on a commencé à travailler de façon intersectorielle avec le milieu de l'habitation communautaire et sociale, donc les coopératives d'habitation, les OBNL en habitation, et aussi tout le réseau plus public, comme les HLM en habitation. On s'est aperçu qu'au niveau des HLM en habitation, entre autres, ils sont souvent réservés à une clientèle de 55 ans et plus. Et l'autre fait qu'on a observé, c'est que quelqu'un qui avait un diagnostic de santé mentale où il n'y avait pas aucune expérience de logement autonome dans sa vie ne pouvait même pas être sur la liste d'attente d'un HLM. Parce qu'on disait que ces gens-là n'étaient pas autonomes au niveau du logement, à cause qu'il n'y avait aucune expérience. Puis on a réalisé que beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé mentale vivent encore dans la conjoncture familiale, dans une situation familiale, donc chez leurs parents. Puis c'est d'autant plus vrai au niveau des personnes qui vivent dans le milieu rural. Juste donner une statistique, selon la FAPAM, dans les groupes membres de la Fédération des familles, plus de 60 % des gens vivent encore dans une formule familiale. Donc, des gens qui n'ont jamais eu une expérience en logement autonome, jamais eu donc une expérience d'entretenir un logement et tout ça. Et ce critère-là permettait l'exclusion sur une liste d'attente. Donc, on a commencé à travailler, nous, à Québec, dans la région de Québec, à des formules pour essayer de développer l'accessibilité à du logement subventionné. Bon, il restait les HLM dont, évidemment, on n'avait pas tous accès. Puis, il restait les coopératives d'habitation et les OBNL en habitation. Bon, ce secteur-là, on s'est assis dans une table intersectorielle, bien sûr, très large, incluant les personnes utilisatrices, les familles, les intervenants communautaires, les intervenants du réseau de la santé, des C3S, tout ça, et tout le monde de l'habitation, donc les fédérations des coops, les fédérations des OBNL et l'Office municipal d'habitation, pour trouver on dit ça va vite, on va parler plus vite, ça va aller plus. Alors, pour essayer de trouver des solutions pour permettre l'accessibilité à du logement social et communautaire, donc du logement subventionné. Et vite, les préjugés, la signalisation a été mise sur la table. Entre autres, les OBNL ou les coopératives d'habitation nous revenaient tout le temps avec la même situation qui est arrivée une fois, mais il la généralisait, bien sûr. On a eu quelqu'un qui avait des problèmes de santé mentale, il n'a pas voulu être accompagné, il cherchait des services. On a cogné au CLSC, dans un organisme communautaire, personne n'a répondu. Finalement, il s'est désorganisé à un point tel qu'il a mis le feu, puis ça a coûté 10 000 $. Ça, on l'a entendu nombreuses fois. Alors, donc, on a essayé ensemble de travailler avec le milieu pour essayer d'expliquer, de comprendre que les personnes ayant des problèmes de santé mentale étaient des bons locataires, qu'ils pouvaient être un locataire comme n'importe qui, puis que les coopératives et les OBNL en habitation pouvaient faire face à n'importe qui quand ils louaient à quelqu'un. Ça ne paraît pas que tu es un toxicomane quand tu loues. Ça ne paraît pas quand alors, donc, les autres problèmes, ils sont là. Et puis, ils pouvaient en raconter aussi des situations qui étaient hors du champ de la santé mentale, des situations où il y a eu des problèmes avec des locataires, puis c'était pas juste en santé mentale. Puis on s'est aperçu que c'est loin d'être le cas pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale. Présentement, Clé-en-Main a 190 locataires dans la région de la capitale nationale. Donc, 190 locataires qui ont une subvention au logement dans différentes formules. Donc, il y en a qui sont dans les coopératives d'habitation, il y en a qui sont dans les OBNL en habitation, il y en a qui sont dans ce qu'on appelle, nous, le supplément au loyer. C'est une approche innovante où l'Office municipal d'habitation, pour faire face à l'exclusion comme telle du fait qu'ils ne pouvaient pas être sur la liste d'attente, ils ont libéré des PSL à la personne. Donc, le programme de supplément au loyer suit la personne et la personne vit une expérience de recherche de logement dans la communauté, dans le privé, comme n'importe quel autre citoyen. Et quand il a trouvé son logement avec les critères, bien sûr, reliés au logement, il ne pourra pas se louer un appartement, mais il y a des règles à suivre. Alors, il va trouver son logement dans le secteur de vie, près de ses lieux d'implication, là où il veut,
anonyme, de façon anonyme, parce que dans un OBNL, des fois, tu regroupes plusieurs personnes et des fois, les gens ne veulent pas être identifiés ou stigmatisés à ce niveau-là. Et donc, cette expérience de logement, donc, et de trouver son logement et de la rechercher le logement, leur donne une grande fierté. Reprend de la dignité et se dit, ce n'est pas une personne qui a un problème de santé mentale, c'est un citoyen qui est à la recherche d'un logement avec tout le processus que ça implique et la signature du bail, parce que ça, c'est important, cette signature de bail-là pour dire, je suis responsable de mon logement, je suis maintenant chez moi, j'ai des clés et comme tel. Donc, nous, dans cette formule-là, nous, on a 85 personnes qu'on a développées à Québec où ils ont ce supplément au loyer qui suit la personne. Et ce qui est bien là-dedans également, c'est que si la personne décide de déménager dans 2 ans, elle a le droit de déménager également. Et ça doit constituer aussi de ce droit-là, de dire, bien, moi, ça ne marche plus là, je ne m'entends plus avec mes voisins, je retournais aux études, je voudrais me rapprocher de l'université, du cégep. Alors donc, ils peuvent aussi se déménager et se trouver un autre logement et la subvention va la suivre. Et ça, dans ce cadre-là, nous pensons que c'est une formule gagnante et innovante pour les personnes. Parce que quand on est dans une coop ou dans un OBNL, c'est le logement qui est subventionné. Et si tu quittes le logement, tu perds ta subvention et tout est à reprendre. Alors donc, on est en train de développer ce projet-là à travers le Québec. Donc, il y a beaucoup d'enjeux actuellement. Et les enjeux sont, bien sûr, des fois entre nos partenaires du réseau social et communautaire qui disent, bon, au Québec, il faut développer du logement social et communautaire de type OBNL et coopérative. Mais ça, c'est un programme qui existe depuis très longtemps. Nous, on dit qu'il faut créer un autre programme. Je ne dis pas qu'il faut abolir ce programme-là. Il faut continuer et inventer le programme de supplément au loyer partout au Québec pour toute personne vulnérable. Là, on parle d'itinérance avec les problèmes cognitifs et tout ça, et à qui on pourrait aider les personnes à avoir son logement. Parce que, et nous, sur les 190 locataires, très peu de personnes ont perdu le logement. Très peu de locataires ont perdu la subvention. Et on est en train, actuellement, dans le défi, c'est bien beau de développer l'accessibilité au logement, mais il faut aussi s'assurer de maintenir ce logement-là. Et on travaille actuellement sur un guide pour éviter justement la judiciarisation des gens ou d'avoir une décision de la régie du logement pour l'expulser. Alors, si on travaille à l'intégration des personnes en logement autonome avec soutien de la communauté, faut-il encore de relever le défi de les maintenir dans la communauté, de trouver des façons novatrices en médiation au logement pour éviter que les gens se fassent évincer de leur logement. Le logement étant au cœur des gens, vraiment le déterminant qui fait en sorte que les gens sont moins hospitalisés et quand ils le sont moins longtemps. Et parce que quand ils sortent de l'hôpital après une hospitalisation, ils ont encore leur logement, donc ils ne repartent pas à zéro. Donc, je pourrais en parler très longtemps. Je pense que mon temps est terminé. Hein? Merci. Alors, je vous remercie. Je peux en parler toute la soirée, toute l'après-midi. Donc, on continue. Davidson Viana Dantas dos Santos, c'est le prochain. Il est psychiatre aussi, professeur à l'Université fédérale du Paraná au Brésil et chercheur de la RUCI. Bonjour à toutes et tous. J'évalue un texte ici qui c'est un peu personnel, mais aussi parle des les résultats une recherche sur la gamme aussi. C'est un texte de 17 pages, mais je pense que c'est possible de lire. Não é pas vrai, c'est seulement 2 pages, oui, c'est ça. Mais je vais présenter les résultats d'une étude qui a évalué les effets de l'expérience des intervenants avec l'approche de la gestion autonome des médicaments, la GAM, au Brasil, dans le réseau public de santé, dans les services de première ligne publique et aussi dans les services spécialisés en santé mentale, qui c'est les CAPS, qui au Brasil on s'appelle CAPS. Cette recherche a mesuré les conséquences de l'application de l'outil GAM, qui, comme autres recherches ont déjà démontré, favorise le dialogue entre
favorise les dialogues et l'échange d'expériences sur l'utilisation des médicaments dans le contexte des services publics de santé où la voix des usagers est souvent sous-estimée. Après une série de réunions de sensibilisation sur la gamme dans les réseaux publics, 25 intervenants ont démontré l'intérêt pour développer des groupes de discussion dans 12 services de santé, où chaque groupe a été composé par environ 8 usagers ayant recours par des psychotropes. Les chercheurs ont interviewé tous les intervenants qui ont participé dans les groupes GAM avant et après l'expérience, avec une durée de 6 et 8 mois plus mois. Nous les avons questionnés, sur la manière dont les intervenants perçoivent l'autonomie des usagers, 2, sur les connaissances sur les médicaments psychotropes et les droits des usagers, et 3, sur la position de l'intervenant face à l'autonomie des usagers. J'ai participé de cette étude comme chercheur impliqué pour soutenir les intervenants ou de certains groupes avec 2 autres chercheurs. C'est important de dire que concernant une limite de cette étude évaluative, il importe de préciser que seul le point de vue des intervenants a été documenté. Alors, les résultats. La construction d'un espace pour la légitimation du savoir expérientiel des usagers a permis aux intervenants de réfléchir sur les pratiques cliniques. Ils ont parlé du fait qu'il faut avoir une écoute plus globale, oui, moins centrée sur les signes et les symptômes, ou sur les guides de bonnes pratiques. Ces changements d'attitude a permis de renforcer les liens entre les professionnels et les usagers. Les intervenants ont évoqué que la gamme a rendu possible une clinique plus légère e flexível como um dance au Brasil. Oui, c'est vrai, ils disent ça. Achever le partage de décisions. Toutefois, les groupes GAM ont fonctionné comme un outil de formation pour ce qui permet de reconnaître la expertise des usagers et la puissance dont ils sont portés. Les universités sont passées maîtres dans la transmission d'un certain type de connaissances que j'appelle des connaissances de certitude. Ça procure un sentiment de sécurité au futur intervenant et établir les bases de la imposition aux usagers o que é bien e o que é mal. Mais quand les intervenants de la gamme sont en contact avec la singularité de chaque usager, ils se rendent compte que même la connaissance sur les effets et les actions des médicaments était en réalité incertaine. Aí, lorsque les certitudes deviennent des incertitudes, la sécurité et la assurance augmentent. Mais pourquoi ça? Un nouveau sentiment de sécurité naît. C'est une sécurité partagée
ils ne sont plus seuls dans la décision. Les intervenants ne sont plus seuls dans la décision. Autre est désormais inclus dans les choix du traitement. Et cette approche a permis une autre façon de discuter l'autonomie et les droits des usagers, les psychotropes et les influences de ces débats dans la vie de chacun. Le groupe GAN a permis aux intervenants de mener une réflexion qui déborde de la sphère individuelle, mais qui aussi induit une critique des instituições et les processus de travail. Les intervenants ont été capables d'identifier de nombreuses barrières et résistances à l'intérieur des services de santé qui entravent l'autonomie des usagers. Mais je vous dis que cette manière d'intervention m'a transformé aussi. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus flexible et j'écoute les usagers avec moins de pression d'imprimer mon propre désir en ligne. Comme de nombreux travailleurs qui ont participé, moi comme médecin, il m'arrive d'avoir les postures cliniques parfois inflexíveis. Não é parfois, não. É toujours inflexível. Plusieurs fois, je me suis limité à poser la question. Est-ce que vous avez pris votre médicament correctement? C'est comme je parlais avec mon enfant. Même lorsque je crois qu'un usager devait prendre moins de médicaments, je lui imposais. À ce moment-là, je pensais que c'était la meilleure chose à faire. Mais l'expérience GAN m'a permis de réfléchir sur ça. La GAN, c'est ça. A eu ses effets sur les intervenants. Elle a exposé les préjugés. Elle les posait une question. Est-ce que c'est possible acompanher les chemins choisis par les usagers, même s'ils diffèrent du vrai chemin thérapeutique dicté par les livres et des protocoles académiques. Oui, c'est vrai. Est-ce que é possible faire quelque chose contre les données probantes? Parce que les intervenants ont peur des données probantes. Le respect de l'autonomie des usagers relâche le fardeau de la responsabilité d'avoir à décider pour les autres. Ou lié de maintenir les usagers dans une position de dépendance par rapport au service, où je pense que la GAN va faciliter les conditions de permettre de reprendre, et que chaque fois que je lis les papiers, je prends plus de temps. C'est ça. Mais que je vais lire les dernières phrases, alors. Oui, c'est ça. Mais je pense que la GAN va faciliter les conditions de les permettre de reprendre leur place en tant que citoyen. C'est ça. Oui, merci beaucoup. Bon, je vous invite à réagir, poser des questions et parler. Le micro est ouvert.
Allez-y, Lourdes. Oui, si vous aviez, en vous écoutant les unes aux autres, et je ne sais pas, c'est peut-être aussi une question pour d'autres personnes dans la salle, à identifier les conceptions et les pratiques communes qui émergent de vos expériences pour faire ce travail auprès des institutions, auprès des acteurs de la communauté. Hein. Moi, j'ai entendu des éléments que je trouve vous rejoignent tous. Vous avez parlé, puis je pense que ça rejoint aussi ce qu'on a vu dans l'atelier ce matin. Il y a l'optique du diagnostic, qui souvent, c'est la première demande des gens. Dites-nous, par exemple, les professeurs des cégep et des universités, mais expliquez-nous c'est quoi, hein, c'est que ces personnes-là ont comme maladie ou comme diagnostic, un peu pour pensant que cela va les aider. Alors que ce que je comprends des différentes présentations, même la présentation sur comment la gamme a transformé la pratique à l'intérieur même des institutions psychiatriques au Brésil, c'est qu'on sort d'une conception de diagnostic pour avoir une conception plus large de la personne, dans laquelle les diagnostics est soit inexistant puis non pertinent, soit mis au service d'autres choses. Donc ça, je vois qu'il y a quand même un point en commun. Ce qui m'a frappé dans la présentation de Pierre et de Richard en particulier, c'est que c'est quand on fait la formation auprès des professeurs, ce qui devient plus utile, c'est de parler des pratiques, c'est-à-dire comment vous pouvez faire pour élargir votre capacité d'accueil en fonction de ce qui arrive concrètement et non pas en fonction d'une vision plus déterminée par la logique du diagnostic ou la logique professionnelle de comment identifier la personne en maladie, mais davantage s'il y a une crise, s'il y a un étudiant qui donne un travail en blanc ou qui fait une crise dans une situation particulière, comment est-ce qu'on peut faire pour accueillir ça et travailler autrement? Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments qu'on peut discuter ensemble dans ce qu'il y a de cette espèce d'approche qui est un peu commun par rapport aux institutions et à la communauté. Je pense que toute approche qui permet à l'intersectorialité des groupes, des gens, qui permet à asseoir des gens ensemble qui sont dans des secteurs différents, à comprendre comment ça... C'est quoi les préoccupations et c'est quoi les besoins d'un groupe versus c'est quoi les préoccupations et les attentes de l'autre par rapport à ça. Ça, je trouve que c'est assez commun. Et d'enlever des fois l'intervention à proprement dit pour aller plutôt dans un rôle pivot d'accompagnement. Souvent, on se questionne, est-ce que cette personne-là a un intervenant? Et on attache l'intervenant à un style plus clinique, si vous voulez, d'approche clinique. Ici au Québec, le SIV, le SI, et l'intervention communautaire. Mais si on se détache du modèle d'intervention, puis qu'on y va plutôt par un accompagnateur, nous, on a une personne qui s'appelle la personne pivot, qui vient régler tous les problèmes entre l'intervenant, le locataire, les voisins, qui essaie de déboguer la machine. Et ça, c'est important pour les personnes parce qu'on ne traite plus la personne comme étant, avec son diagnostic, on traite la personne comme un locataire qui a des difficultés avec son voisinage et tout ça. Et dernière chose, puis je voulais le dire tantôt, puis un jour, on était en sélection de personnes pour des programmes de supplément au loyer. Et dans un dossier d'une personne, il avait rempli sa demande là, de logement. Il y avait à son appui, pour vraiment mettre de la pression pour qu'on le sélectionne, il y avait dans le dossier une prescription, écrite sur une patte de prescription par son psychiatre, cette personne a besoin d'un logement subventionné. Alors, pour juste vous dire que je pense qu'il y avait un problème de compréhension, comment ça marchait, l'accessibilité au logement. C'est pas parce qu'on a un psychiatre qui te prescrit un logement subventionné, c'est difficile d'aller remplir ça à la pharmacie. Alors donc, je pense que la compréhension des lieux et aussi de faire en sorte que les gens
puissent se respecter dans leur mission, hein, sans trop juger aussi, mais dans un objectif commun, celui d'accompagner la personne dans ce qu'il veut. Ça, je pense que c'est ça, et de dédramatiser les situations qui, des fois, sont plus de l'ordre du préjugé que de la réalité. D'abord, je veux tous vous remercier. C'était assez extraordinaire. Il y a quelque chose qui m'a frappée, je me rappelle en avoir parlé à Lourdes, au Brésil. On parle beaucoup de schizophrénie. On parle beaucoup de diagnostic. On en parle encore beaucoup ici. La schizophrénie, c'est comme un grand panier où les psychologues et les psychiatres jettent tout ce qu'ils ne sont pas capables de nommer, tout ce qu'ils ne sont pas capables de gérer. Pour moi, c'est quelque chose, ça fait des années que je me bats contre ce diagnostic-là. Bon, je ne l'ai pas d'abord, mais j'ai beaucoup de... C'est peut-être parce que c'est celle que les gens, dans leur tête, voient le plus. C'est-à-dire que c'est... Quand tu vois quelqu'un qui marche sur la rue, qui crie, on dit c'est un schizophrène. Ou s'il arrive quelque chose un meurtre ou quelque chose, on ne dit pas telle personne, on dit un schizophrène. Et je suis... ce matin, au Brésil, je sais, vous l'utilisez beaucoup, le terme. Je l'ai entendu, mais c'est probablement parce que c'est celui qui pour vous est le plus visible, ce diagnostic-là. Mais il faudrait sortir un peu il faudrait essayer de sortir de ces diagnostics qui sont des fourre-tout. Vraiment des fourre-tout. Et ici, comme au Brésil, il faut sortir de nos diagnostics. On parle d'être citoyen. Moi, j'ai des gens que j'ai rencontrés ou que j'ai déjà eu comme voisins qui avaient des problèmes, pas de problème de santé mentale, mais qui auraient dû en avoir. C'est comme... Alors, il faut vraiment sortir du terme diagnostic. Je ne sais pas, il va falloir que j'invente un mot avant de m'en aller pour remplacer ça. Mais ce mot-là est utilisé, vous l'avez tous utilisé, et pas positivement. Bon, vous trouvez tous que c'est quelque chose qu'on se sert trop, autant Marie-Laurence que Pierrette, on le sait qu'on s'en sert trop. Trouvons une autre façon. Puis arrêtons de parler de maladie mentale, puis parlons de santé mentale. Vraiment, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce que je suis capable de dire quelque chose? Tout a raison, Loïse, oui, je dis. Tout a raison. Mais je me trouve, il y a la même chose quand tu travailles dans l'hôpital. Et quand je travaille ou je allais faire une lecture, j'attendais la même chose. Toujours. Mais je pense quand nous voyageons dans une autre place, tout le monde pense il y a différent ici. Il n'est pas très différent ici. L'image est différente. Peut-être nous présente les choses différentes, mais quand tu travailles dans le milieu, il y a la même chose, presque la même chose. Chaque fois quand je visitais quelqu'un ou j'accompagne quelqu'un, toujours tout le monde parle à propos de la même chose. Comme elle l'a dit, le schizophrène est... quand quelqu'un donne moi une référence, il y a la même chose. La personne parle tout le temps à propos du diagnostic. Oubliez, il y a une personne qui vient et a un choix et peut-être la personne ne voulait pas travailler avec cette médecin ou quelqu'un comme ça. Je me trouve ça dans l'hôpital. Quand j'allais faire une lecture, il y a la même chose. Dans un endroit qui les gens, les cliniciens travaillent ou enseignent, je me trouve, il y a toujours la même chose. Je ne sais pas pourquoi. J'espère dans le futur ici, ça va changer. Je ne sais pas si j'ai un commentaire, plus qu'une question, en fait. Moi, ça fait 3 ans que... Est-ce que vous m'entendez? Hein? Oui. Oui. Ça fait 3 ans ça va faire 4 ans que j'anime un atelier en rétablissement pour les personnes utilisatrices de services. Puis, ce qui m'a amenée à aller là,
c'est parce que je sentais que pour transformer une équipe de travail, je crois que c'était plus facile si on donnait les instruments aux personnes qui sont celles qui reçoivent les services. Alors je me suis dit, si eux, ils connaissent mieux à quoi ils ont droit, ce qu'ils peuvent exiger, etc., ben, ça va être plus simple. Ils vont être là pour exiger ça. Et à partir de là, on a ces groupes-là, c'est devenu pour différents sujets en focus group, de temps en temps avec des questions. Quand on retrouvait des problèmes sur le terrain, mais les personnes qui peuvent le mieux nous aider, étant donné qu'on n'avait pas les moyens d'avoir un père aidant, c'était d'aller les consulter. Et on trouvait des solutions parfois tellement simples à nos difficultés d'intervenants sur le terrain. Et la réflexion qui m'amène souvent, eux, c'est de dire, moi, j'aimerais ça plus connaître mon diagnostic, comprendre mieux qu'est-ce que c'est que cette maladie-là. Parce que quand je suis devant un professionnel, je pense qu'on m'a parlé 5 minutes, j'ai été abasourdie, et c'est tellement complexe la façon dont je l'entends que j'ai besoin de le comprendre dans des mots simples pour moi-même pouvoir l'expliquer aux autres. Parce que quand j'ai dit que je souffre de schizophrénie, exemple, bien, premièrement, je sens que je fais peur, mais en même temps, je ne peux pas rassurer moi-même qu'il n'y a rien là. Donc, je ne sais pas, c'est une réflexion aussi, peut-être que je voulais amener l'importance d'éduquer les pères. Je ne sais pas, c'est prétentieux de dire éduquer, mais de vulgariser, moi je dirais, les connaissances qu'on peut avoir pour qu'on puisse avoir ces partages-là d'égal à égal réel. Voilà. Merci. Je pense que je vais faire un commentaire un peu de ta question, mais principalement de Louise. Louise, je suis complètement d'accord avec toi, mais parce que la recherche de Eurotils a démontré ça, et quand le traitement passe do milieu hospitalier par le milieu communautaire, le diagnostic ne fait pas sens. Oui, c'est vrai. C'est par exemple que j'ai travaillé là, premièrement dans l'hôpital et après dans la communauté. Le diagnostic ne m'aidait pas à faire les trucs complexes que la vie des gens a besoin. Outros outils, comme savoir les équipements dans le terrain, par exemple, la famille, m'aidait plus que le diagnostic. Mais je pense que c'est pour ça que tout le monde devra disputer beaucoup pour fermer les hôpitaux psychiatriques. Sim, é mesmo le hospital psychiatrique avec le nom de Institut de santé mentale et universitaire, même les hôpitaux psychiatriques avec les perdants ou sans l'intervenant, pour moi, sont les places que les diagnostics vont prendre um outil qui ne va pas donner l'autonomie à les gens. Mais c'est pour ça que je suis d'accord avec toi, Luis. Oui, je peux aller. Alors, peut-être un bref commentaire sur la question du diagnostic à nouveau. Je me dis, en vous entendant tous, le diagnostic a acquis une valeur sociale indéniable, très fort, une tendance très lourde que je crois c'est très difficile à renverser, dans le sens qu'elle donne accès aux services, et non pas seulement le diagnostic psychiatrique, mais aussi, par exemple, aux écoles, les quotas que les enfants doivent recevoir pour pouvoir avoir accès, par exemple, à un éducateur ultra spécialisé, etc., qui jouent un rôle extrêmement important pour aider les jeunes ou pour aider la personne à s'insérer. Alors je me disais, bon, peut-être il faut penser à deux stratégies. Les stratégies critiques de la marge, qui consistent à continuer
à réfléchir aux limites des diagnostics, à les nommer, puis à tenter éventuellement de trouver d'autres stratégies pour changer la façon comme le système public s'organise pour s'adresser aux personnes plus vulnérables. Mais il y a aussi peut-être une autre stratégie, j'emprunte une expression chère à Marie-Laurence, dans le monde tel qu'il va, c'est-à-dire dans une stratégie un peu plus pragmatique qui va dans le sens des réflexions qui ont été apportées tantôt dans les commentaires, c'est-à-dire comment on peut faire pour que les personnes s'approprient et soient capables aussi de comprendre les limites du diagnostic, mais aussi l'effort de compréhension de leur propre expérience. Je ferme la parenthèse. Je me dis peut-être qu'il faut réfléchir sur les deux bords. Et je vous pose une question aussi. Et justement, dans ce travail que vous faites, chacun, d'entendre l'expérience pour tenter de travailler dans cette interface avec l'institution et la communauté, on est dans le champ de la santé mentale. La question que je vous pose, c'est quelle est votre expérience et quelle est la spécificité du rôle que vous sentez est nécessaire qui jouent les organisations communautaires, ces espaces plus souples parfois, etc., mais aussi les services publics en santé mentale. Est-ce que vous travaillez avec eux? Est-ce qu'il y a des interfaces là? Est-ce que vous sentez qu'il y a un rôle qui joue à ce moment-là, et les services publics, et les psychiatres, et la psychiatrie, versus d'autres aussi? Et comment ces services-là viennent se transformer quand on est dans ces perspectives différentes, celles que tu viens de nommer, Davison, où le psychiatre est déplacé pour travailler dans le sens d'une insertion dans la communauté. C'est une question complexe. Je pense que c'est pour les Québécois. Moi, j'inviterais Daniel à répondre à ça. Non, mais tu es constamment en lien avec ce réseau public-là. Et... mais je pense que il y a plusieurs côtés à cette question-là, là, mais il reste que on se rappelle constamment qu'on travaille avec des étudiants. On se rappelle constamment qu'on travaille avec des citoyens. Alors, tous nos objectifs tournent autour de ça, qu'on rencontre un professeur, qu'on rencontre l'étudiant, qu'on rencontre un centre de santé. Nous, on a à se rappeler ça et à le rappeler et à se promener avec ça. Alors, c'est sûr que pour moi, ça change la donne. Quand je rencontre un psychiatre avec un étudiant, pour moi, ce qui est clair, c'est que c'est un étudiant qui est ici. Alors, quand on rencontre l'étudiant, on le rencontre là où il est, là où il veut, et avec son objectif, avec ses stratégies. Puis on essaie aussi d'explorer avec l'étudiant qu'est-ce que tu as comme stratégie avant d'aller consulter en psychiatrie, avant de faire changer une médication. Qu'est-ce que tu as comme stratégie actuelle pour te défendre contre quelque chose qui est difficile, une situation qui est difficile? Qu'est-ce qu'il y a en place dans les institutions actuellement pour donner un coup de main à l'étudiant? C'est qui tes proches? C'est qui tes pairs qui peuvent te donner un coup de main s'il y a une situation qui est difficile? Puis je pense que ça, c'est aussi quelque chose qu'on a à développer dans nos pratiques. C'est sûr que peu importe, j'écoutais Mario parler du logement tantôt, puis je me dis, est-ce que l'étudiant est dans une bonne condition actuellement pour travailler le soir? Est-ce qu'on a besoin d'un médicament aussi? La situation en logement n'est pas évidente. Qu'est-ce qu'on peut aménager? C'est la même chose quand je rencontre des gens dans l'institution scolaire, je me dis, d'abord et avant tout, on a ici un étudiant. Qu'est-ce qu'on peut aménager dans l'institution scolaire pour que l'étudiant soit bien et que le cheminement en soit plus facile? C'est à peu près ça. Nous, pratiquement, avec les intervenants du réseau, quand ils font de l'accompagnement ou de développement des habilités, moi j'aime ça appeler ça développement des habilités, entretenir sa bolle de toilette, bon, c'est ça qu'ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de dire qu'ils ont des limites à tout. Bon. Alors donc, je me souviens d'une fois, il y a eu un intervenant qui disait, bien, qu'elle perde son logement, ça faisait 2-3 mois qu'elle ne payait pas sa partie de loyer pour toutes sortes de raisons, mais qu'elle perde son loyer, ça va lui donner une bonne leçon. Je lui ai dit, il faut amener cette dimension en disant, écoutez, ça n'a pas de bon sens. Ce que vous lui proposez, c'est la rue. Vous proposez à une personne d'aller dans la rue pénalisée pendant 5 ans pour ça. Je trouve ça fort comme expérience à lui faire vivre, plutôt que de trouver des solutions qui sont peut-être très simples. Il y a quand même 200$ qu'il faut trouver. Ce n'est pas la fin du monde. Donc, on travaille dans ce niveau-là. Et beaucoup plus à oublier l'aspect clinique
dans l'expérience, puis regarder l'aspect pratique. C'est quoi qu'il a vraiment besoin? C'est quoi qu'il a besoin dans sa vie pour pouvoir combler? Puis l'autre affaire, c'est quand on place quelqu'un en logement ou quelqu'un a réussi à avoir une subvention, souvent, il part de zéro. Il n'y a même pas de meubles, rien. Il faut l'accompagner là-dedans également, équiper son milieu, avoir son lit, avoir un frigo, pour lui donner les outils nécessaires pour être capable de vivre en logement. Alors donc, pour nous, c'est de sensibiliser l'ensemble des intervenants, autant au niveau du communautaire, puis je vais avoir une critique généralisée. Souvent, dans les intervenants communautaires, des fois, ils sont des obstacles au maintien en logement des personnes parce qu'ils sont témoins de situations inacceptables dans le logement, puis ils les laissent aller pour conserver la relation thérapeutique. Et ça, c'est inacceptable pour nous en disant, mais si tu arrives, c'est le bordel dans le logement, la vaisselle, les coquerelles sont en train de laver la vaisselle, mais tu poses la question, comment vas-tu? Moi, je pense qu'il faudrait peut-être regarder, pas besoin de poser la question, mais si on n'aborde que la question clinique, la question de prends-tu tes médicaments, tout ça. Et pour répondre à Louise tantôt, effectivement, il faudrait peut-être avoir une gestion autonome du diagnostic. On a la gestion autonome des médicaments, mais si on donnait de l'information sur les diagnostics, si on donnait c'est quoi la schizophrénie, c'est quoi la PMD, comment on la définit, et puis est-ce que tu te colles à cette définition-là? Parce que vaut bien pas décider de sa médication, essayer de dealer ça avec la personne, mais on peut-tu dealer également, voir un jour, dealer son propre diagnostic en disant, bien voilà la gamme, voici ce qu'on entend par la schizophrénie, et puis ça te colle-tu ou pas, voici les limites de mon diagnostic, parce que c'est des limites, on s'encadre dans... Mais nous, c'est pas très important, le diagnostic. Là, on se dit, bien, on parle de plus en plus de personnes marginalisées, avec des problèmes qui sont complexes, là, à risque d'itinérance. On travaille beaucoup avec le réseau d'itinérance actuellement. On travaille beaucoup avec les personnes toxicomanes, judiciarisées. Et pour nous, on revient toujours à dire, on travaille avec des locataires, avec des gens qui sont locataires dans un rôle pivot, à essayer de déboguer les machines. Pour continuer dans le même sens que tu disais, vois-tu, le premier service qu'on offre à l'étudiant, nous autres, c'est un service d'orthopédagogie. Alors, vraiment, le soutenir pédagogiquement pour qu'il puisse réussir son parcours scolaire. Alors, l'idée de ça, c'est de dire, oui, il y a des orthopédagogues aussi dans l'institution, mais c'est d'en avoir un qui va tenir compte, d'une part, je dirais, du projet de vie de la personne, qui va avoir les éléments du rétablissement en tête aussi, tout en conciliant la dimension de la réussite scolaire. Alors, dans cette optique-là, on arrive, nous autres, d'abord avec l'orthopédagogue et ensuite avec une difficulté que tous les étudiants vivent, qui est l'anxiété face aux examens, à tout ça. Donc, donner un soutien au niveau de la gestion de l'anxiété. Alors, on n'est pas du tout dans la dimension clinique en partant dans le type de soutien à offrir. Effectivement. Mais uniquement pour compléter, je sais que la question, c'est plus par ici, mais au Brésil, nous avons par exemple les réseaux de services sociaux. Elle n'est pas liée complètement avec les réseaux de santé. Donc, dans notre quotidien, les stratégies, c'est essayer de parler, faire des choses face à face. Donc, ça aide beaucoup et aussi créer les espaces d'échange. Mais dans les quotidiens, je pense que pour Davison aussi, c'est aller un petit plus et oui, on se parle directement. Je prends le téléphone pour commencer à discuter un petit plus. Juste, il faut faire quand même attention non plus de ne pas opposer le pratique, comme si tout devait être pratique, et le clinique et le thérapeutique, parce que ce sont des dimensions qui sont l'une et l'autre fondamentales. Donc, ça, il ne faut pas l'oublier. Et ce que je voulais dire par rapport aux diagnostics, c'est que quand on fait de la recherche qualitative, on se rend compte quand même que le diagnostic, comme le médicament, même à plus forte raison que le médicament, a des significations ici excessivement différentes pour les personnes. Pour certaines personnes, à certains moments de leur histoire, avoir un diagnostic, c'est quelque chose d'excessivement important. C'est une reconnaissance de la souffrance, et laisser ça de côté, c'est embêtant. Et pour d'autres personnes, c'est au contraire excessivement stigmatisant, et c'est une étiquette. Donc, je pense que c'est vraiment un domaine où il faut écouter, en fait, l'expérience et le désir de la personne
à l'étape où elle est. On ne peut pas avoir le diagnostic, on les laisse de côté complètement, puis quand la personne nous en parle, on lui dit que c'est nul, ou alors au contraire, cultiver la connaissance du diagnostic, et puis c'est fondamental de connaître son diagnostic, et il faut accepter son diagnostic. C'est ça peut accepter un diagnostic, c'est quelque chose qui peut être excessivement souffrant, d'autant plus quand on connaît la fragilité des diagnostics psychiatriques et les fondements très, très fragiles sur lesquels ils reposent. Excuse-moi, je veux dire quelque chose très vite. Toujours quand nous parlons, nous oublions qu'il y a une personne qui veut partager beaucoup d'informations avec. Je me trouve que l'information est trop haute. Beaucoup de fois, tu as besoin de stigmatiser l'information que la personne va recevoir quand la personne vient de voir. Parce que quand je travaille, beaucoup de fois, c'est moi qui explique à la personne qui parle la même langue quoi le médecin ou le ombudsman va dire à elle. Il y a moi qui fais ça, tout mon travail est ça. Si tu rappelles bien, il y a une personne devant toi qui a besoin de comprendre quoi elle va avoir, le diagnostic, qu'elle est supposée faire avec ça, comment nous est supposé aider avec ça. Je me trouve que le résultat est, tu vas reçu est plus bien. Mon français est mal maintenant, excuse-moi. Mais je pense que pour finir, parce que le temps, il a passé trop vite, on peut continuer la dernière question à Octavio, sinon on va continuer pendant tous les jours. Bon, j'ai une question toute simple, peut-être toute bête, c'est pour Francis. Je voudrais savoir comment devient-on un père aidant, s'il y a une formation, comment ça s'est passé pour toi, et comment... S'il y a une intégration effective entre les pères aidants et l'équipe de soins, et comment se font les échanges de savoir entre les pères aidants et les soignants? Si tu trouves ça trop compliqué pour répondre rapidement, tu peux continuer, à parler. Avec ça, toi. Oui, les deux vont dîner ensemble. Donc,